il y en a plein d'autres. Mais de manière générale, si je devais définir l'agilité, c'est quoi? C'est un ensemble de valeurs qui nous poussent à privilégier les interactions entre les individus, se concentrer sur un produit qui fonctionne, donc un working product, si on dit en anglais, collaborer plus avec le client et ne pas juste planifier, mais plutôt être prêt au changement au sein du projet, donc prêt à répondre au changement. Donc en une phrase, ce serait comment est-ce que je peux ajuster ma façon de fonctionner comme entreprise pour mieux livrer de la qualité à mes clients. Salam Zia, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall, aka Serigne Modou Sall. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose. Donc chaque semaine sur le podcast, nous recevons des personnes compétentes et reconnues dans leur domaine respectif pour parler de leur parcours, leurs échecs, leur manière de faire, des principes et des outils que nous pourrons appliquer, moi et vous, dans nos vies respectives sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Notre invité d'aujourd'hui est un professionnel Scrum Trainer. Vous allez découvrir c'est quoi Scrum. Et aussi un community lead, aussi un consultant en transformation numérique, fondateur et directeur général du cabinet Atypique Digital. Donc sans plus tarder, aidez-moi à accueillir sur le cercle d'influence mon cher Alexandre Baguidi. Bienvenue au cercle. Merci beaucoup Habib. Merci de m'avoir invité. Je suis enchanté. En tout cas, merci de nous avoir donné cette opportunité. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Donc pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre parcours? Oui, bien sûr. Donc comme vous l'avez dit, mon nom est Alexandre Baguidi. Je suis consultant en transformation numérique. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé ma carrière dans le domaine des technologies. À la base, j'étais en télécommunication. J'ai travaillé 5 ans ici au Sénégal avant de prendre la décision un peu folle d'aller à l'étranger. J'ai eu la chance d'aller au Canada pour mes études et puis travailler dans le domaine de la gestion de projet au Canada pendant 15 ans. Et là, depuis à peu près 2 ans, je suis en retour progressif vers le Sénégal. Donc, une de mes passions, c'est tout ce qui est qualité, création de produits centrés sur l'humain, le sport aussi. Je peux même dire que ça m'a beaucoup aidé à l'étranger. Il y avait un moment où j'avais presque plus d'argent et d'avoir une passion pour le sport, ça m'a aidé à trouver une bourse scolaire avec ça et de financer ma maîtrise que j'ai eu à faire là-bas. Donc, si jamais vous négligez le sport à l'école... Vous avez joué quel sport? En fait, je faisais de l'athlétisme. L'athlétisme, super. Donc, ça m'a aidé à intégrer l'équipe universitaire et puis à faire mon programme avec ça. Donc, ça aide beaucoup. Mais de manière générale, l'entrepreneuriat, c'est une de mes passions. Donc là, j'ai la chance de travailler avec des gens vraiment super au sein de Atypique Digital Services et on ne fait que commencer. Super. Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché votre retour au Sénégal? C'était quoi la motivation, la vision derrière? C'est un mix de plusieurs choses. Je vous dirais que la pandémie a aidé. La pandémie a été un des déclencheurs, mais bien avant, j'avais déjà ce projet-là de revenir au pays pour être avec la famille, parce que la famille est encore ici, mes parents sont encore ici, et j'ai mon épouse aussi qui est là, donc ça fait des bonnes raisons pour revenir, mais au-delà de ça, je ne me voyais pas rester toute ma vie à l'étranger, toute ma vie au Canada. Je tenais à vraiment revenir après avoir acquis une expérience à l'étranger. Revenir ici, c'était vraiment la suite logique, quoi, de démarrer une entreprise et vraiment partager cette expérience-là avec mes frères et sœurs ici, sur le continent. Super. Maintenant, revenons au vif du sujet. Le concept d'agilité, le Scrum, la gestion de projet, des termes techniques. Peut-être que beaucoup de gens qui nous écoutent ne comprennent pas. Maintenant, c'est quoi l'agilité, ses avantages et ses différents frameworks? Alors, l'agilité... Beaucoup de gens pensent que l'agilité déjà se limite juste à l'informatique, ce qui n'est pas le cas. L'agilité, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord de se concentrer et de mettre son attention sur
un type de choses plutôt qu'autre chose. Donc on dit que l'agilité c'est un mindset avant d'être une suite de pratiques. Donc on a le being agile, le doing agile et plein d'autres choses aussi. Donc ça rentre dans la famille des pratiques lean. Donc on en parlait un peu avant, lean management. Donc les pratiques agiles font partie de cette famille de pratiques lean là. Scrum ce n'est qu'une façon de faire de l'agilité. C'est une façon, c'est le cadre Scrum. C'est un framework quoi. C'est un framework, c'est un cadre en français. C'est une des manières, des multiples manières. Il y a Kanban, il y a Discipline Agile, il y a Safe, il y en a plein d'autres. Mais de manière générale, si je veux définir l'agilité, c'est quoi? C'est un ensemble de valeurs qui nous poussent à privilégier les interactions entre les individus, se concentrer sur un produit qui fonctionne, donc un working product, si on dit en anglais, collaborer plus avec le client et ne pas juste planifier, mais plutôt être prêt au changement au sein du projet. Donc prêt à répondre au changement. Donc en une phrase, ce serait comment est-ce que je peux ajuster ma façon de fonctionner comme entreprise pour mieux livrer de la qualité à mes clients. En termes simples, ce serait ça. C'est comme créer un avion qui est en plein ciel. Parfois, et ajuster en même temps. Parfois, c'est comme si on changeait de moteur dans un avion qui est en plein ciel. C'est une belle image, effectivement. Ça peut ressembler à ça, mais en même temps, c'est pas vraiment changer tout le moteur. Ce serait vraiment changer des parties de l'avion. Et rien ne nous empêche d'atterrir aussi avant de changer le moteur. Donc, on a l'impression de le changer en plein ciel, mais... Comment ça marche techniquement, déjà, concrètement? Donnez-nous un exemple concret, déjà, dans la vie réelle, que ce soit dans le développement d'un produit ou d'une nouvelle solution. Comment le concept agilité peut aider à allier la vitesse d'exécution et la flexibilité, par exemple? Alors, en entreprise, ça démarre par une vision, par un besoin, par une envie de changer les choses. J'ai vécu quelque chose il n'y a pas très longtemps. J'étais au Bénin et je suis allé pour acheter une puce. J'avais besoin d'une puce pour pouvoir appeler là-bas. Et je ne citerai pas le nom de l'opérateur, mais la place où je suis allé, je suis rentré dans le magasin, on me fait remplir un formulaire à la main. Je donne ce formulaire à la personne à l'entrée qui prend le papier, qui va à l'accueil voir quelqu'un d'autre. Cette personne prend le papier, écrit dans un formulaire, va voir une autre personne en arrière. Donc ça a fait 3-4 personnes ont pris le papier avant qu'on vienne me dire viens pour récupérer ta puce. Est-ce qu'on a vraiment... Mais d'un côté, je peux comprendre parce que c'est les réalités africaines aussi. On essaie de créer de l'emploi. Mais en réalité, est-ce que j'ai besoin qu'un papier passe entre 3 personnes? Donc ça, c'est un exemple de situation où l'agilité peut venir aider. Et si je vais à une échelle plus grande, pas juste à l'échelle d'un magasin télécom, mais une entreprise, une large entreprise où on a beaucoup de bureaucratie, beaucoup de lourdeur administrative, mais le client, il le ressent. Je peux vous citer d'autres exemples plus concrets. J'ai dû attendre je ne sais pas combien de temps qu'on installe l'Internet chez moi, alors que c'est quelque chose qui devrait être fait relativement vite. Donc, au-delà de la vitesse, il y a l'expérience client à prendre en compte, il y a la qualité du service reçu à la fin. Il y a vraiment toutes ces choses-là sur lesquelles l'agilité peut venir aider. Je peux avoir plusieurs autres cas concrets que je peux vous citer, mais de manière générale, ce serait le focus principalement. Donc, trouver une façon de s'organiser en interne, trouver où est-ce que ça bloque, où est-ce que c'est trop lent, où est-ce qu'on peut faire les choses. Parce que l'expérience aussi des gens qui travaillent dans l'entreprise est importante. Si les gens sont tous à ça du burn-out, ils sont tous fatigués, c'est sûr qu'ils ne vont pas offrir un bon service au client. C'est sûr. Par exemple, dans les entreprises, comme on en parlait tout à l'heure, que l'agilité ressemble un petit peu au management de la qualité. Parce que quand on parle de la qualité, on parle de l'ensemble des moyens mis en place pour satisfaire les clients. Et une entreprise, en fait, soit livre du produit ou donne des services. Et pour arriver à des produits ou des services de bonne qualité, on a besoin d'un bon système organisationnel qui tourne avec la maîtrise des processus, que ce soit achat, approvisionnement, production, ainsi de suite. Maintenant, j'imagine que dans une entreprise, on a des coûts de qualité et des coûts de non-qualité. On doit faire un effort pour atteindre la conformité et la qualité, soit on va faire des dépenses involontaires pour corriger des erreurs. Donc, comment vous, quand vous aidez les entreprises, comment vous faites pour trouver le juste équilibre, essayer d'éliminer les coûts de non-qualité, en même temps essayer de créer de la qualité? C'est une très bonne question. Tout part d'une décision du leadership. Où est-ce qu'ils veulent investir le plus? Créer un produit de qualité dès le départ ou investir sur la qualité plus tard? Plus tard, oui.
à eux de voir. Il y en a qui préfèrent prendre des raccourcis pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises. Il y en a qui veulent prendre des raccourcis. Je peux citer par exemple le cas de... Malheureusement, c'est une histoire vraie, le cas de Boeing. Il y a même un documentaire qui est sur Netflix qui s'appelle Downfall, qui parle de ça. C'est comment Boeing est passé d'un focus sur la qualité à un focus sur le profit et faire plus d'argent. Au final, il y a eu 2 avions qui sont tombés. Donc, c'est une décision vraiment à l'interne. Est-ce que et je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait une balance. On ne veut pas juste focuser juste sur la qualité et nuire au profit. Donc, il faut trouver une façon de s'organiser en interne, de dire, OK, comment est-ce que je peux travailler avec mes équipes pour livrer un produit de qualité où des gens ne vont pas mourir ou que ça ne va pas avoir des conséquences désastreuses, tout en restant profitable. Alors, comment je fais en général? Première chose, s'asseoir avec les leaders, s'asseoir avec le leadership. On met en place une vision. Donc, on s'entend sur une cible. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? On fait ce truc agile, transformation numérique, tout ce qu'on dit là pour une raison. C'est quoi la raison? Maintenant, est-ce qu'on est prêt à... Maintenant, une fois que la vision est claire, est-ce qu'on est prêt à investir sur cette vision-là ou pas? Et c'est là la question plus cruciale. Est-ce que ça vaut la peine financièrement? C'est ça. De manière rentable. Et est-ce qu'on voit vraiment les retombées potentielles de cela? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le voient pas. Ils se disent, ça a l'air d'être un truc abstrait, c'est pas du concret, ça va rien changer. Mais en réalité, non. Quand on investit, ça prend un peu de temps quand même. Il faut être prêt à investir, passer le temps, mettre les efforts pour changer les processus internes, changer les mentalités, changer la culture même de l'entreprise parfois. C'est pas en une année que ça se fait, ça. Le changement, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est pas tout le monde qui a le courage de se mettre à changer soi-même. Et donc, changer plusieurs équipes, c'est pas simple, mais c'est faisable. C'est faisable quand même. La gestion du changement, c'est une thématique qui revient souvent, surtout ici au Sénégal. Parce que surtout quand vous êtes jeune et que vous travaillez avec des gens vieux qui ont en fait l'habitude de faire les mêmes choses de la même manière. Quand vous venez avec de nouveaux outils, de nouvelles procédures, souvent ils sont réticents. Et je vois ici au Sénégal, rarement les entreprises qui nomment des gestionnaires de changement ou de talents développeurs. Comment vous pouvez aider les entreprises à inculquer la gestion du changement et aussi à être en phase au développement numérique, digital, et ainsi de suite? Alors, la gestion du changement va être au cœur de tout projet de transformation numérique, transformation agile. Sans gestion du changement, c'est sûr à 100% que votre projet de transformation va échouer. À quoi ça consiste la gestion du changement? C'est d'abord d'identifier c'est quoi qui change, pourquoi on le change, et qui va être impacté par ce changement-là. Les employés qui sont au cœur de ce changement, certains le veulent vraiment, ce changement, et d'autres ne le veulent pas, pour différentes raisons. Il y en a qui vont te dire, pourquoi je vais changer? Je suis à 2 ans de la retraite. Pourquoi je vais apprendre cette nouvelle technique-là? Parfois aussi pour les raisons de compétences aussi. Oui, c'est ça. Ils ont peut-être déjà connu l'école, ou là, ils ont peut-être pas envie, tout simplement. Mais là, je pense qu'il y a une responsabilité aussi du management de dire, OK, ceux qui veulent pas, et puis trouver une entente, quoi. Tu veux pas, écoute, on va te mettre sur autre chose. Mais ceux qui veulent vraiment, c'est eux que tu veux avoir au centre de ce projet-là. Et c'est eux qu'il faut garder engagés, motivés et vraiment les former pour qu'ils puissent aller de l'avant avec l'organisation. Donc, de savoir un peu qui intervient sur ce changement et d'amener le support nécessaire à ces gens-là, je pense que c'est essentiel si on veut que ça marche. Parce que la vision, si c'est juste le leadership qui a la vision et qui dit « OK, on veut aller là », mais ils ne partagent pas la vision avec les gens qui vont être au cœur de l'action, c'est mal parti. Comment créer des orientations stratégiques qui mettent et qui impliquent tout le monde, l'ensemble du personnel? Parce que je vois que dans pas mal d'entreprises, leur management, c'est du top-down, du genre, je crée une décision, je prends une décision, vous appliquez, sinon, cherchez ailleurs, quoi. Comment créer une culture où c'est vraiment une culture participative, inclusive? Un jour à la fois. C'est la réponse courte. Un jour à la fois. C'est pas toujours évident. En toute honnêteté, c'est pas toujours évident. Créer le top-down est là pour rester, je pense, encore un bon moment. Et tant qu'on aura une génération de leaders qui ont été formés, qui ont leur MBA, qui aiment savoir cette hiérarchie, aiment les titres, je pense que tant que ce sera là, on va continuer à avoir du top-down. Il faut savoir naviguer à travers ce top-down-là, je pense quand même. Il y a des hiérarchies plus flat, plus on va dire linéaires ou plus, comment je vais dire ça, qui sont moins hiérarchisées ou moins pyramidales. C'est possible d'en mettre en place, mais
Ouais, en général, nos entreprises, surtout en Afrique. J'en ai vu quelques-unes au Canada et en Europe, où, surtout dans les startups, on va voir où c'est plus flexible. C'est plus flexible, mais plus l'entreprise va aller de l'avant, plus la startup va gonfler, plus on aura des parties prenantes, des actionnaires qui vont vouloir des résultats, plus ça va tendre vers ça encore. C'est le business, quoi. C'est le ça. Capitalisme, c'est l'argent. Exactement. Exactement. Faut rendre des comptes à quelqu'un. Donc c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est un peu difficile de vouloir tuer le top-down. Je pense qu'il faut dealer avec. Il faut trouver vraiment un équilibre entre ces deux-là. Et trouver des bons agents de changement à l'interne. Parfois, on voit des grosses organisations qui ont des pôles ou bien des startups internes. C'est cette tentative-là qu'ils essaient de prouver. Les entrepreneurs, quoi. Exactement, l'intrapreneuriat, exactement ça. Donc, ils vont avoir un département ou une division plus innovation avec le mindset startup à l'interne. Et quand vous voyez les performances des autres départements versus ces groupes-là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Dans la startup interne, ça va super vite. Tu as une idée, tu fais le prototype, tu lances. Mais tu vas du côté plus traditionnel, il faut planifier, il faut analyser, il faut aller chercher le budget. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais après, c'est un choix, encore une fois, c'est un choix d'entreprise qu'il faut faire. Okay. Maintenant, Scrum, vous disiez tout à l'heure que c'est un cadre d'agilité. Par exemple, si vous prenez le management de la qualité, l'une des reproches que les gens en fait reprochent les qualiticiens, c'est que c'est trop de paperasserie, trop de documentation. Vous avez des protocoles, vous avez des procédures, des modes opératoires, il y a des étapes de validation, et que à la longue, ça peut devenir une contrainte, pas un outil de facilitation, par exemple. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aider les entreprises au-delà de la qualité, qui aussi prend en compte un système documentaire? J'imagine que chez vous, c'est beaucoup plus flexible. C'est quoi Scrum déjà et ses différents démembrements? Alors, je tiens à préciser déjà que, comme on l'a dit au tout début, l'agilité c'est une chose, Scrum c'est une portion, c'est juste une petite portion de ça. C'est une des multiples façons de faire de l'agilité. Il y a un ouvrage de référence, il y a une référence qu'on appelle le Manifeste Agile, le Agile Manifesto. Si vous allez sur agilemanifesto.org, vous le verrez, il est même disponible en plusieurs langues, en français il est disponible. Super. Et dans le manifesto, une des valeurs, c'est Working Software Over Comprehensive Documentation. Donc ça veut dire, on préférera passer plus de temps sur bâtir une solution qui fonctionne, plutôt que de bâtir un gros document, une grosse documentation exhaustive. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas qu'il y ait de documentation. C'est pas ça qu'on dit. Il y a beaucoup de gens qui lisent ça et se disent donc on ne documente pas. Non, c'est pas vrai. On veut documenter. C'est important de documenter. Même en agilité, c'est très important de documenter. C'est juste qu'on va pas mettre autant d'efforts parce qu'au final, quand tu achètes une télé là, le guide là qu'on te donne, est-ce que tu le lis? Non. Tu le lis pas, right? Je le lis pas. Donc, mais il est là au cas où, si tu as besoin d'une référence, tu l'as. Donc c'est la même chose quand tu te bâtis ton software, tu veux avoir cette documentation, tu veux avoir cet ouvrage de référence là quand même disponible. C'est important. Donc si on est agile, on va passer du temps sur la documentation, un peu de temps quand même, mais plus de temps sur bâtir le produit, un produit génial qui fonctionne. Donc ça, c'est pour l'agilité. Donc, ça répond à la question par rapport à documentation et agilité. Maintenant, en Scrum, là aussi, on documente. Par exemple, en Scrum, on va avoir ce qu'on appelle des Product Backlog Items, donc des items du backlog. Donc, il y a différents artefacts, différentes documentations, si on veut, des requis quand on travaille en Scrum. Donc, vous avez un backlog de produits, donc qui est un peu l'histoire du produit, ou le plan du produit, ce qui décrit la vie du produit, comment le produit va être bâti. La fiche d'identité, en quelque sorte. La fiche d'identité, mais c'est différent. Plus détaillée en fait. La fiche d'identité d'une certaine manière, mais de manière vraiment découpée en petits blocs, si on veut. Et après, c'est peut-être une liste de plusieurs, on va dire, qui a 150 items par exemple. Je dis juste un chiffre parce que le chiffre va évoluer au fil de la vie du produit. Donc, de ce product backlog là, on va extraire une partie qui va s'appeler le sprint backlog. Et sur ce sprint backlog là, on va travailler pendant une période donnée qui va varier de 1 à 4 semaines. L'équipe travaille dessus. Ils font un planning pour justement déterminer quels sont les éléments sur lesquels on va travailler. Et tous les jours, ils vont se concerter pour voir, OK, comment est-ce que je peux atteindre un objectif bien défini dès le départ
en travaillant sur ces éléments-là sélectionnés. Donc, on appelle ça le sprint goal, l'objectif du sprint. Donc, tous les jours, on a un daily scrum où on parle pendant 15 minutes, on s'organise, on s'aligne, on planifie, on s'organise pour s'assurer qu'on progresse dans la bonne direction. Et à la fin de ce sprint-là, parce que le sprint dure 1 à 4 semaines, à la fin du sprint, en général, c'est 2 en moyenne, les gens commencent par des sprints de 2 semaines. À la fin du 2 semaines, j'ai un produit. J'ai ce qu'on appelle un incrément. J'ai un petit produit qui est bâti, en principe. Un produit intermédiaire, quoi. Si on veut. Ok. Si on veut. On l'appelle un incrément. Ok. Mais oui, on peut dire que c'est ça. Mais c'est un produit intermédiaire qui surtout doit être présentable à nos parties prenantes, à notre client, pour qu'il puisse nous donner du feedback dessus. Et on a une rencontre, on a un événement un meeting durant lequel on présente ce qu'on a bâti en 1 à 4 semaines. On présente durant la revue de sprint. Donc, on parle avec notre partie prenante pour dire, voilà, partie prenante, on a fait ça. Touche-le, regarde-le, essaye-le et donne du feedback. Et ce feedback-là va nous aider à aller dans la bonne direction ou pas. Donc, il faut qu'on ait, on peut pas juste venir présenter le produit intermédiaire comme tu dis, et puis on s'arrête là. On présente et on écoute. On écoute le feedback. Et ce feedback-là va aider maintenant à repopuler notre backlog initial pour dire, OK, là, on voit qu'on va pas dans la bonne direction, il faut se réajuster. C'est ça la beauté de Scrum, justement. C'est que on a des courtes périodes de focus, mais on a aussi des périodes où on peut se réajuster aux besoins. Donc, on marque des petites pauses durant ces événements-là pour prendre un peu de recul et reculer pour mieux sauter, si on veut. Je comprends. Et juste après la revue, on a aussi un autre recul, mais plus en interne au sein de l'équipe, qui est la rétrospective. On va prendre le temps de se poser des questions sur comment on s'améliore, comment on travaille mieux en équipe, comment on collabore mieux. Donc, ce sont un peu ces 5 événements-là. Donc, le sprint, où il y en a toutes les choses qui se passent, le planning, la revue, la rétrospective et le daily scrum qui se passe tous les jours. Donc, c'est une description sommaire de Scrum. Je comprends. Donc, si je comprends bien, vous découpez le projet en plusieurs parties qu'on appelle des sprints. Si on veut. Je ne maîtrise pas mon terme. Non, il n'y a pas de problème. Donc, j'essaie de rephraser. Non, mais tu es sur la bonne voie. Non, tu es sur la bonne voie. Donc, chaque sprint, c'est un mini-projet. Un mini-projet. C'est vrai. C'est ça. Donc, vous prenez les sprints et vous les découpez et vous y travaillez pendant un temps bien défini. Exact. Après, vous donnez le produit final au client qui va vous faire un retour que vous prenez en compte. Et si ça découle sur une surqualité, par exemple? Une surqualité, qu'est-ce que tu appellerais une surqualité? Bon, dans le domaine de la qualité, on parle de la juste qualité, la sous-qualité et la surqualité. D'accord. Donc, quand le client vous dit voici mes exigences, voici mes attentes, voici mes spécifications, si vous respectez toutes ces exigences, ni moins ni plus, vous êtes sur la juste qualité. La juste qualité, je vois. Si vous êtes en dessous de ces attentes, vous êtes sur la sous-qualité. Mais si vous en faites tellement plus que ça devient économiquement plus cher, et en même temps, non seulement vous réglez le problème du client, mais vous mettez des options que le client n'a pas besoin. Vous allez de la surqualité. Je comprends bien. Maintenant, comment on gère ça? Par exemple, parfois, je vois dans les nouvelles applications, par exemple, dans le cadre de mon travail, on a mis en place un nouvel outil qu'on utilise. Donc, au début, on teste le produit. Chaque fois, il y a des changements de réglementation en vigueur. On est obligé de faire un retour à l'équipe technique pour qu'ils prennent en compte, pour qu'ils ajoutent. À la longue, ça devient un peu beaucoup de travail. Bien sûr, bien sûr. Et comment vous gérez ça? Les feedbacks non répétitifs, les changements continus, faire encore plus, mieux, jusqu'à quand? Je comprends mieux la question. En fait, ce que tu appelles la surqualité, il y a un autre terme, on appelle ça le gold plating. C'est ça. Donc, on veut tellement faire bien qu'on en fait trop. En général, en Scrum, on a ce qu'on appelle des commitments. On a un des éléments qui s'appelle la definition of done. La definition of done, tu parlais du produit intermédiaire. C'est ça. Ce produit intermédiaire-là, c'est quoi le niveau de qualité qu'on veut atteindre? Et ce document qu'on appelle la definition of done nous permet d'éviter justement la surqualité. On a une entente avec nos parties prenantes pour dire la juste qualité, ça ressemble à ça. Et dans ce document-là, à chaque revue, on s'assure que, OK, on a atteint ça.
On n'a pas dépassé, on a atteint ça. Et on le présente, on le valide avec nos parties prenantes. Okay. Donc, les risques d'avoir de la surqualité sont minimisés à cause de ça, parce que l'équipe va respecter cette definition of done là, cette définition du terminé. On sait qu'on s'arrête à ce niveau-là en termes de qualité. Et donc, c'est assez rare qu'on se retrouve avec la surqualité. Ouais. Maintenant, donc, il y a des mécanismes en place. Si, je comprends. Mais aussi, dans les entreprises, on parle de la performance, de la satisfaction clientèle. Et souvent, chez les qualiticiens, ils disent que quand le niveau de qualité réalisé par l'entreprise correspond au niveau de la qualité perçue par le client, on parle de la satisfaction. Exact. Mais quand le niveau de qualité voulu par l'entreprise correspond au niveau de la qualité réellement réalisée, on parle de la performance. Maintenant, chez vous, comment ça marche, performance, satisfaction, comment vous les mesurez? Alors, il y a des métriques qu'on utilise pour s'assurer qu'on livre quelque chose de qualité. Un de mes préférés, c'est le pourcentage d'utilisation. Tu lances un produit, tu lances une nouvelle application et tu te rends compte que personne ne le télécharge. Ou bien tu lances un site web, tu ajoutes une nouvelle fonctionnalité, personne ne clique dessus. Et là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il y a des indicateurs comme ça, comme le pourcentage d'utilisation, qui peuvent être utilisés. Tu as aussi ce qu'on appelle le NPS score, le Net Promoter Score, qui te permet de voir un peu quel est le pourcentage de satisfaction du client. Et je peux t'en donner encore plein d'autres. Donc, il y a différents types de métriques que tu peux utiliser par rapport à la satisfaction client, par rapport à ton habilité à livrer ou à mettre en production, par rapport à ton habilité à innover. La valeur réalisée, la valeur non réalisée. Donc, il y a différents groupes de métriques qu'on peut utiliser en Scrum qui existent. Donc, c'est même l'objet d'un cours que je donne aux leaders qui permet justement de trouver quelles sont les meilleures façons de mesurer la performance ou la satisfaction client. Pas juste la performance des gens à l'interne, mais aussi la performance de notre produit. Et comment est-ce qu'il est perçu ou utilisé par le client. Donc, il y a des façons de le faire. Super. Maintenant, parlons aux transformations digitales. Sure. Tout à l'heure, on parlait de la pandémie. On a vu ce qui s'est passé. Le monde s'est arrêté d'un seul coup. Et les gens qui n'étaient pas... les entreprises qui n'étaient pas bien préparées technologiquement ne pouvaient pas faire du télétravail. Parce qu'elles ont été délaissées par la transformation digitale et numérique. Maintenant, comment on implémente un processus de transformation digitale? Quels sont les différents leviers? Écoutez, on implémente un processus de transformation digitale un peu comme on construit une maison. Avec une fondation d'abord. Et après, on aligne les buts, quoi. C'est ça l'image que je peux te donner. Mais honnêtement, la pandémie, c'était un moment qui a... Un déclic qui a réveillé beaucoup d'entreprises, qui a permis aux gens de voir, OK, est-ce qu'on est équipé pour des changements et des situations comme celles qu'on vit là. Des entreprises qui étaient figées, qui se disaient non, le télétravail, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Du jour au lendemain, tout le monde doit rester à la maison. Tu fais quoi? Donc, c'est ce qui te montre que parfois, tant que tu n'es pas au pied du mur, tu ne veux pas changer. C'est ça. Donc, d'avoir ces situations-là, c'est bénéfique aussi. Je te dirais que comment est-ce qu'on avance sur une transformation digitale? Ça commence, encore une fois, on parlait du mindset agile, là aussi tu as un mindset numérique, un digital mindset qu'il faut avoir. Une entreprise qui est encore dans des procédures papier, où il faut remplir des formulaires. Est-ce que tu as déjà essayé d'aller chercher tes pièces d'identité ou ton passeport? Mais je pense que pour le gouvernement, c'est pour des raisons qu'on pourra... on se comprend. Ils ne veulent pas digitaliser, sinon ils veulent non plus là où ils pourront... Il y a des intérêts là on se comprend, tu vois. Mais quelque part, c'est dans les entreprises, dans le privé aussi... Tu as des gens dans le management qui ne sont pas prêts à adopter des nouvelles façons de faire parce qu'ils ont des employés qui n'ont pas été formés là-dessus. D'accord. Si tu vas dans une entreprise où des gens sont encore avec des machines à taper, là, tu vois qu'il y a un problème. En 2022, quoi. Donc, il y a tout un... Quand je parle digital mindset, tu as tout ça à mettre en place bien avant parler de mettre en place des bases de données, de l'intelligence artificielle, du big data, du machine learning. On est loin de ça. Tu vois un peu? Loin de ça. Donc, c'est pour ça que je parle de fond. Merci. Donc, si tu n'as pas ça déjà en place, tu vas faire comment? Parce que regarde, la transformation numérique, c'est très, très basé sur la donnée. Si ta donnée à la base, elle est faussée, tu fais comment? Si on te dit, OK, Habib Sall habite à Yoff Tongor, je sais pas, on te donne une adresse fictive, ok, tu as ton adresse, et la personne, parce qu'elle ne sait pas taper,
elle écrit une adresse qui est erronée. Ok, et on doit t'envoyer des documents importants à la maison. Tu vois les conséquences que ça a? Les conséquences. Donc, si tout ça n'est même pas... les zip codes. Exactement. Mais justement, la Poste a commencé à mettre des adresses avec des QR codes. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. J'ai pas. Si, ils ont commencé à avoir des adresses internationales. C'est bien ça. Mais c'est un progrès. Ça, je trouve ça super. Parce que c'est génial. Moi, je ne savais pas comment mettre dans mon zip code. Exact. Mais là, maintenant, je peux donner de la géolocalisation de chez moi. Super. Avec un QR code. Okay. Et les gens peuvent savoir exactement comment se rendre. Super. Donc, quelqu'un qui veut te livrer un colis, tu donnes le QR code, il scanne, il se rend. Ça, c'est bien. Ça, j'applaudis la Poste pour ça. Si. Mais ça, au moins, c'est une avancée, quoi. Mais encore une fois, si je devais citer rapidement des éléments importants à mettre en place, cette culture du digital, là, il faut qu'elle soit mise en place. Il faut que que les gens puissent être formés. Il faut que je te dirais, je cherche le bon terme, mais il faut que le plan et la vision de pourquoi on fait le digital, pourquoi on va vers ça, il faut que ce soit compris par les gens qui sont au cœur de cela. Sans ça, mon gars, tu es mal parti. Tu pourras faire tout ce que tu veux, amener des grosses bases, des trucs nice là, ça ne mènera pas à grand chose. Mais on a des problèmes de données au Sénégal. Par exemple, grave. Mais oui. Moi, je peux t'en montrer un dans ma poche tout de suite. On a l'Agence nationale de la statistique et la démographie. Mais bon, moi je connais pas mal de personnes qui ont besoin de données, mais ils n'ont aucune source fiable. Donc, on a un problème de données. Donc, si la fondation est faussée, comment on va faire? Et voilà. Et j'ai la chance de travailler un peu avec le ministère du numérique ici au Sénégal, et on a fait des formations il n'y a pas longtemps avec eux. Mais quand tu discutes avec les acteurs des différents ministères, tu te rends compte de ce besoin-là. Ils veulent apprendre, ils veulent participer. Mais il faut que ça s'active à ce niveau-là. Il faut que les fondations commencent à se bâtir. On n'est pas encore là, malheureusement. Madame, quand vous allez à la mairie, la pauvre, juste demander un acte de naissance. Et vous allez au niveau des impôts, les impôts, les domaines pour prendre votre... Je sais pas moi, ils ont des classeurs, ils ont des charges, des archives. Grave. Et quand on vous tout est écrit à la main. Tout est écrit à la main. Ça les arrange. Il suffit de retirer un bout. Petit bout de papier, tu donnes un petit C'est dommage. Je pense que le Sénégal peut développer grâce au numérique. Si on le veut vraiment. Exactement. C'est là que j'allais. Il faut que la volonté soit là. Il faut la volonté. Et la volonté au niveau de ceux qui ont le pouvoir de décider que ça se fasse. Parce que quelqu'un qui a des formulaires écrits en numérique et tout ça, ça, tu ne sais pas si tu scannes ça avec que ça va rentrer dans l'ordinateur. Hein. Il faut que ça devienne après quelque chose dans une base de données. Après aussi le taux d'analphabétisme, parce que parfois je vois des gens qui créent des solutions, que ce soit les ministères de la famille, ainsi de suite, mais il y a beaucoup, on est à 50% dans le taux d'analphabétisme, à 45%. Donc même si vous créez des solutions numériques et que ces gens-là ne sont pas accompagnés côté remplissage des informations, vous n'aurez pas suffisamment de données. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Mais il y a aussi, j'entends le problème que tu définis, mais il y a aussi des solutions qui existent. Par exemple, parlons de numérique, de machine learning. Il y a des solutions qui permettent de passer du langage des signes à du texte. Wow. Oui, ça existe. Super. Un exemple que tu as dans ta poche, WhatsApp. Ouais, c'est vocal. C'est ça. Ça, c'était un move, mais trop bon de WhatsApp. Même Web aussi, avec les QR codes. Exactement. Alors qu'avant, avec Wari, il fallait donner des informations personnelles, la carte d'identité. Bah oui. Tu vois, ça, c'est l'expérience client. Tu prends en compte ta population cible. Tu sais qu'il y a une partie qui est analphabète et une partie qui a été à l'école. Mais là, si tu arrives à prendre en compte ces gens-là, ça change toute la donne sur pas juste sur l'expérience client, mais le profit aussi que tu fais au final. Je suis parfaitement d'accord. Mais quels sont les défis à relever dans votre domaine? Quelles sont les limites d'application, d'agilité, par exemple? Si vous analysez le contexte. Déjà, première chose, on en parlait un peu avant de commencer. Donc, beaucoup de gens pensent que l'agilité se limite à l'informatique. C'est pas le cas. L'agilité, on en retrouve dans les ressources humaines, en marketing, en aéronautique, dans d'autres domaines. Mais les limitations que je vois... l'agilité, ça ne règle pas tous les problèmes. Et ça, je suis dans le domaine depuis bientôt 10 ans, je peux te le dire, ça ne règle pas tous les problèmes. Ça rend transparent les problèmes, ça les rend compréhensibles, visibles. Tant que personne ne voudra agir par rapport à ces problèmes, ça ne règle pas le problème.
Mais c'est vous qui donnez la solution ou vous identifiez tout simplement les problèmes? Qui suis-je pour donner la solution? Ok, mais vous identifiez les problèmes. J'aide les organisations à rendre les problèmes compréhensibles. Parce que si tu comprends le problème bien, tu as la moitié de la solution. Un problème bien défini. Et voilà, résolu, quoi. Tu vois, donc c'est ça. Mais cet enjeu d'amener de la transparence là, parfois ça dérange. Je comprends. Tu vois un peu? Donc quand tu as ça, tu parles de limite, en voici une. Il faut que les gens soient à l'aise avec la transparence. Donc ça, quand tu en es conscient, et je parle par expérience, je me suis déjà fait virer d'un contrat parce que j'ai amené trop de transparence. Mais ça fait partie du jeu. C'est avec l'expérience que tu te rends compte que, ok, là, il faut que je parle et là, il faut que je me taise. Parce qu'il y a de la politique qui joue. Bref. Mais écoute, c'est ça aussi l'agilité. Il y a un gros élément d'empirisme, donc d'être en mesure de voir les choses, les comprendre, les analyser et d'agir. Mais si tu veux t'arrêter à juste voir les choses, tu dis ok, je suis au courant, d'accord, cool. Moi, je ne vais pas donner la solution. C'est eux qui doivent trouver une solution. Je peux aider, je peux guider dans le processus, mais au final, ce n'est pas à moi de trouver la solution pour eux. Donc, c'est à eux de trouver des raisons suffisantes pour pouvoir dire « je veux la solution ». Mais sur le plan économique, que ce soit sur le plan technique, sur le plan commercial, comment on peut convaincre quelqu'un qui voit un problème et qui ne veut pas le résoudre? Est-ce que je me lancerais à essayer de convaincre quelqu'un même? Ok. Et c'est ça la beauté d'être... Parce que c'est ça aussi la beauté d'être consultant. Je veux dire, pourquoi je vais essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas? C'est que je ne vois pas l'utilité de demander de la consultance. L'homme vient, il fait son diagnostic, il fait son étude, il vous donne un rapport et vous agissez pas. Et pourtant... Je ne comprends pas la pertinence en fait. Et pourtant, mon ami, tu serais surpris de combien de fois ça m'arrive. Alors, pourquoi faire ça? Parce que ça les fait se sentir bien. On a essayé. Mais c'est ça. C'est la politique, ça. Mais c'est ça, malheureusement. J'en ai vu très peu d'organisations où je suis allé comme consultant et ils ont compris le problème parce que je l'ai mis clair sur la table. Ils ont dit, OK, on passe à l'action. Très peu. Je peux te dire, allez, 20-30% des entreprises où je suis allé en consultant, il y en a beaucoup. Et la plupart du temps, ils ne sont pas à l'aise avec le changement. Jusqu'à ce qu'une pandémie arrive et que, OK, là, il faut qu'on change. On est obligé. Malheureusement. Parce que changer, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est ça, en fait. Est-ce que ce n'est pas parce que le coût d'investissement est cher? Coût d'investissement? D'agilité. OK, parlons de coût d'investissement. D'accord. Mettons en perspective le coût d'investissement de mettre en place des nouvelles pratiques. Tu vas former des gens, tu vas acheter peut-être des outils comme Jira, Azure, whatever. Les données, les sauvegardes, le background. Maintenant, mettons de l'autre côté de la balance. Le coût, ce que ça va te coûter en termes de réputation si tes clients ont un service qui n'est pas terrible. L'image de marque, les coûts de non-qualité, la lenteur. Comme on marche avec leur connexion, désolé. Je ne veux pas citer de nom, tu vois, je ne veux pas citer de nom d'entreprise, mais tu vois un peu, je veux dire, si tu préfères ne pas investir sur ces choses-là et au final payer des millions ou des milliards parce que tes clients sont insatisfaits ou bien même manquer des enjeux de régulation ou des choses comme ça, c'est ton choix, mais c'est une décision qu'il faut prendre. Avec quoi tu es plus à l'aise? Et même au-delà, allons plus loin, tes employés, ils sont prêts à innover. Ils sont prêts à faire mieux, mais toi, tu n'es pas prêt à changer. Ils vont aller là où les gens innovent. C'est sûr. Donc, ce n'est pas juste le client que tu perds tes employés, tu perds des parts de marché, tu perds en réputation. Choisis, hein. Donc, ce que vous dites, c'est peu importe le coût d'investissement, ça vaut le cours sur le long terme. D'après mon humble expérience, oui. Okay. Si c'est bien planifié et que c'est fait stratégiquement avec l'entreprise et que le why, la raison pour laquelle on s'engage sur des projets de transformation numérique, transformation agile, quand c'est clair, si vous êtes bien accompagné, let's go. Il n'y a aucune raison que ça plante, quoi. Sérieusement. Que ça plante, quoi. Ouais. Maintenant, j'imagine que vous avez formé plusieurs jeunes, des milliers de jeunes, vous avez fait plusieurs pays, vous avez une longue expérience dans le domaine. Quand vous faites une comparaison, un bilan, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan entre le marché africain et les autres marchés que vous avez connus, que ce soit Canada, France, États-Unis et autres, en termes de transformation digitale, d'agilité? Quelles sont nos lacunes? Quels sont les points forts, les points faibles?
basé sur vos expériences personnelles. Quoi. Toi, tu veux me créer des problèmes, non. Basé sur vos expériences personnelles, pas sur les études, pas sur... Alors oui, non, je vais te partager très simplement mes expériences. Si je devais comparer l'Amérique du Nord à l'Afrique, ce que je vois, et je le vis encore récemment, encore régulièrement, les jeunes que je forme ou qui m'approchent pour des formations en Afrique, ça va être beaucoup pour, ok, je veux avoir la certification X. À 80%, 90% même des cas, c'est je veux avoir la certification. Versus je vais en Amérique du Nord, c'est hey, je veux apprendre à faire ça. Je veux acquérir telle compétence. Pas juste des diplômes, mais la compétence. Tu viens de comprendre. Ah, c'est les francophones, ça. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Hein. Mais tu vois un peu, malheureusement, on a tendance à vouloir aller chercher le papier avant d'acquérir la compétence et l'expérience qu'il faut. On me dit, ok, je veux un PSM2, qui est une certification de niveau avancé. Mais tu vois que la personne n'a jamais été Scrum Master de sa vie. Je dis, pourquoi tu veux le PSM2 ? Ah ben non, c'est pour avoir le PSM2, parce que je sors du lot. Non mais attends, je suis désolé, mais tu es certifié incompétent là. Est-ce que c'est pertinent dans votre domaine actuel, dans votre position actuelle ? Merci, exactement. C'est ça les questions que je pose. Donc, c'est un peu cette différence principale que je vois, c'est au niveau du pourquoi les gens viennent vers un formateur. Parfois, c'est juste, ok, je veux avoir le papier. C'est ce que je vois beaucoup en Afrique, malheureusement. Mais il faut faire attention, entre les pays francophones et les pays anglophones en Afrique, je vois une différence aussi. Il y a une grosse différence. Les pays anglophones, ils vont beaucoup être dans le pragmatique, dans le pratico-pratique. Je veux apprendre telle compétence. Si j'ai le diplôme, c'est un bonus, mais je veux apprendre telle compétence. Donc ça, de ce côté-là, vraiment, je veux donner ça aux jeunes. Les pays francophones, tu viens, on te dit, tu viens de quelle école ? Tu vas aux États-Unis, what can you do? Exactement. Oui. Tu viens au Sénégal que nous avons mis en relation. On va même pas te demander. Tu as tout compris. Tu viens de quelle école là? C'est exactement ça. Que nous avons mis en relation. Bah oui, c'est vrai. Tu connais qui? Tu connais qui? C'est extraordinaire ce pays-là, wallah. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais je reste positif, je reste optimiste quand même par rapport à la jeunesse. Je pense que c'est un début. Et en général, j'essaie de leur faire comprendre que c'est un peu se tirer dans le pied de vouloir focuser sur le papier. Donc, qu'ils soient conscients. S'ils insistent qu'ils veulent vraiment le papier, hey, je vais t'aider du mieux que je peux. Mais je vais te dire, voilà, les conséquences, c'est ça. Tu vas dire que tu es certifié, on va te mettre devant les choses à faire, tu ne sauras pas comment faire. Et là, c'est ta réputation qui est en jeu. Ok, en jeu. À part ça, est-ce qu'il y a une autre chose à ajouter? Oui, alors, ce que j'ai vu à l'étranger, c'est une soif de connaissance. Je trouve qu'en Afrique, on a une soif de connaissance, on veut vraiment aller apprendre. Versus à l'étranger, la jeunesse a tendance à prendre les choses pour acquis. Ouais. Ils sont à l'aise, ça va, c'est tranquille, tout va bien, mais ici, on veut sortir... On veut sortir du pays, on veut sortir de certaines situations, donc on essaie de carburer, de faire... Donc le rythme n'est pas le même. C'est ce qu'ils appellent luxury beliefs. Luxury beliefs. Luxury beliefs. Des croyances luxueuses. Luxury beliefs. Quand vous avez tout, vous avez... des hôpitaux de haute facture, vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez les grandes écoles. C'est vrai. Vous pensez... La vie est belle. La vie est belle. Vous prenez les choses pour acquis. Exactement. Vous prenez les choses pour acquis et vous commencez à blâmer les autres sur des trucs essentiels. Et vous vous dites, mais qui êtes-vous pour demander certaines choses? C'est pas parce que vous avez tout que les autres n'ont pas le droit de se plaindre, en fait. Il faut savoir relativiser. Exactement. Et j'ai eu la chance de voir quelques jeunes en Amérique du Nord qui ont eu l'opportunité de venir en Afrique. Et eux, ils ont un mindset totalement différent. Ils prennent pas les choses pour acquis. Quand ils sont venus et qu'ils ont vu qu'il faut puiser parfois de l'eau pour avoir de l'eau à boire, quand tu discutes avec ces gens de jeunes-là, tu vois une différence tout de suite avec ceux qui n'ont pas été dans des pays plus pauvres du monde. C'est très important de s'ouvrir sur et aux autres, de connaître le monde et ses limites. Maintenant, on va aller à la partie rétro-inspection. Vous savez, dans le podcast, on a l'habitude, une fois qu'on a abordé l'aspect compétences, techniques, outils, principes, d'aller un petit peu dans le domaine personnel pour montrer aux gens que le chemin n'a pas été facile. On a connu des hauts et des bas, qu'on est tous des personnes faillibles, on n'est pas infaillibles, on n'est pas parfait.
Donc, on veut montrer ce côté, en fait, vulnérable de la humain, personne, quoi. le côté humain. Parce que, ouais, c'est ça. Parfois, les gens aiment croire à l'héros. Au mythe, la légende. Alors que le héros, parfois, c'est un génie tourmenté. Tu vois un peu? J'aime cette image-là, c'est pas mal. C'est ça. Je l'ai tourmenté. Donc, parlez-moi d'une galère spécifique qui vous a marqué dans votre vie. Ouh là là. Un échec particulier. Il y en a eu pas mal. Hein. C'est normal. That's life. Oh boy. Mais c'est vraiment comment tu te relèves de ces choses-là. Ouais, il y en a eu. Une qui me vient à l'esprit. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été approché par quelqu'un dans le monde de l'agilité, une sommité au niveau africain. Et j'étais vraiment super content quand ce gars-là m'a approché. Il me dit ah, vraiment cool, j'aime ce que tu fais et tout, je veux qu'on travaille ensemble. Je dis ok, nice. Puis je voulais vraiment un partenariat avec, quoi. Et il m'a demandé de l'aider sur un mandat qu'il avait avec un de ses clients. J'ai dit ouais, non, il n'y a pas de problème, je vais t'aider, c'est cool. Parce qu'il avait besoin d'un formateur francophone. Et son client, effectivement, c'est un gros client, là, une grosse compagnie internationale. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai fait le mandat, j'ai travaillé sur ça, on a fait une réalisation, on allait commencer la deuxième. Et là, au moment de payer pour le premier, il ne répond plus. Il ne répond plus à mes messages. Il me dit ah non, demain, je te paye demain. Ah non, après-demain. Ah, donne-moi tes infos bancaires. Je donne. 1 semaine, 2 semaines passent, il n'y a rien. Maintenant, j'appelle, je contacte sur WhatsApp, j'écris, il n'y a plus rien. Je dis oh, ok, qu'est-ce qui se passe? En fait, le gars, il voulait juste plus payer, quoi. On n'avait pas signé de contrat, c'était aussi un test. Et puis le montant, bon, je me disais, ça va, je prends le risque, je suis prêt à payer, à perdre ça va, c'est pas la fin du monde, mais le but pour moi, c'était de bâtir une relation. Une relation avec la personne. Donc, on y allait sur la confiance. Mais ma leçon que j'ai attirée là-dessus, c'est que, en Afrique, t'as beau avoir confiance en quelqu'un, ça a beau être quelqu'un de respecté, respectable, signe un contrat. Signe une entente, mais quelque chose de formel. Surtout si la personne est dans un autre pays. C'est sûr. C'était pas un montant si énorme que ça, je rends grâce à Dieu, ça va, je survivrai. Mais c'est plus sur le principe que cette personne-là m'a énormément déçu. C'est ça. Ça m'a vraiment, vraiment déçu. Je suis tombé des nues, quoi. Je dis, mais attends, mais pourquoi? C'est triste. Donc, en tout cas, il a perdu un contact qui aurait pu l'aider pour l'avenir. Des opportunités aussi. C'est ça. Ultérieures, quoi. Et l'histoire drôle, c'est que plus récemment, il a refait appel à des gens de ma communauté de formateurs. Et vous avez dit non. Et là, c'est sûr qu'il était dans ses petits souliers. C'est ça. Comment la vie... Le karma, ça existe. Et voilà. Ce n'est que le début. Il n'a pas fini d'entendre parler de moi. Ouais, c'est Bref, sûr. donc voilà un exemple de choses qu'on vit quand on revient en Afrique. Ces réalités-là, malheureusement, on les vit pas mal, mais... On apprend dans nos erreurs, on apprend les leçons et on avance. Ça marche. Il faut toujours signer des protocoles d'accord, au moins tracer juridiquement, formaliser. C'est très important. Ok. Avec toutes les expériences et les épreuves parcourues, quel conseil donneriez-vous à vous-même il y a 10 ans, 20 ans, par exemple? À Alex de 20 ans ou à Alex d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans je lui dirais, Alex... écoute plus, parle moins. Parce qu'on a 2 oreilles et une seule bouche. Voilà. C'est ça que une raison aussi. C'est ça que je dirais à Alex. Je lui dirais de... Ouais. Il y a parfois des choses qu'on ne remarque pas. Il y a des choses, il y a des non-dits que juste en posant la bonne question, tu peux comprendre quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond derrière ce que vous dites, mais vous refusez d'aller plus loin. C'est pas grave. Je me limiterai à cela. Okay. Mais non, c'est ça. C'est vraiment je pense c'est de... Je suis un passionné. J'aime ce que je fais. Il arrive parfois de vraiment... Tu te dis, OK, on se lance. Et ouais, tu te rends compte que, écoute, tu aurais peut-être pris une journée de plus de réflexion, peut-être que ça t'aurait évité une petite erreur, quoi. Mais non, je pense que je crois pas vraiment à l'échec comme la plupart des gens le voient. Je pense qu'un entrepreneur, si tu prends l'échec à cœur, tu n'avances plus. D'après moi, un vrai entrepreneur est capable de vivre avec les échecs. Et un échec pour un entrepreneur, c'est pas un échec, c'est une leçon. Tu tires la leçon, tu vas de l'avant. Tu rebondis, tu vas de l'avant. On appelle ça failing forward. C'est ça. Donc, c'est de même que je vois les choses. Je suis d'accord.
Est-ce que vous avez une peur ou une insécurité que vous essayez de combattre actuellement? Voilà. Tu veux soulever mes mots là. Bienvenue au cercle. Ouais, je vois ça là. Tu vas aïe. Parler des insécurités, je suis se retrouver sur YouTube là. Ah non. Non, mais une que c'est humain. Non, c'est humain. Non. En toute humilité, je te dirais une qui me vient à l'esprit, que j'essaie de vaincre. C'est pas simple. C'est ce qu'on appelle le imposter syndrome. Le syndrome d'imposteur. Je sais pas connais. si tu connais ça. Pareil, hein. Ouais. Pareil. Pourquoi j'étais il n'y a pas très longtemps à Amsterdam avec d'autres trainers, d'autres PST. On est une communauté d'environ 350 dans le monde. Et j'étais le seul africain. Qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que c'est moi? Merci. Ça m'arrive. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette chambre? Tu vois? Est-ce que c'est pas mon alter ego? Exact. Est-ce que je suis dans mon rêve? Non. C'est sûr que c'est moi ici. Tu as compris. Tu es là, tu regardes autour de toi, c'est des blancs, barbe grise, ce truc-là. Toi, tu es là, dans ta quarantaine, jeune encore. Les gars sont... Non, mais ça te permet de voir un peu le chemin parcouru. Mais en même temps, tu te dis, mais... Waouh, ok, d'accord. Donc j'arrive à communiquer. J'ai parcouru. Ça fait drôle, quoi. Ça fait drôle. Donc c'est vraiment d'arriver à être conscient de ses capacités, de se dire, ok, ça tu l'as encore collègue. C'est ça. Donc tu as vraiment travaillé fort. Ma femme est pas loin. Elle peut te dire les nuits blanches que parfois je dois passer pour étudier ou pour travailler sur un dossier ou préparer un examen important. Donc c'est du travail, c'est beaucoup d'efforts. C'est du travail. Donc il faut savoir aussi célébrer ces moments-là et accepter important. que, on a mérité aussi une place à la table, quoi. Parfois, il faut faire pause à la vie, quoi. C'est très important. Ouais, vraiment important. Quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose et qu'on ne vous la pose pas assez? Ok. Je te dirais... Quel est le prix à payer pour atteindre ce niveau-là, atteindre l'expertise? L'excellence, ouais. Quel est le prix à payer? Ça, les gens voient, ok, ils voient les médailles, ils voient les certifs, ils voient tout ce que tu réalises. Le résultat final. Ouais. Ils ne voient pas le processus. Ouais. En fait, un bon exemple de ça, c'est Usain Bolt, que tout le monde connaît, qui court le 100 mètres en 9,58. Mais qui paye pas pendant 12 mois aux Jeux. C'est ça. En fait, voilà une des raisons pour lesquelles j'adore l'athlétisme, c'est qu'on s'entraîne 8 mois dans l'année et on a 4 mois de compétition dans l'année. Donc tu t'entraînes pendant 4 mois, tu souffres, c'est dur. Et tu as 2 mois de compétition, mais 2 mois intenses. Et pendant ces 2 mois, un athlète professionnel doit compétitionner, doit voyager, doit manger, dormir, payer des soins. Il y a toute une logistique en arrière. Donc les gens ne voient pas tout cet effort-là. Ils voient juste le 10 secondes que tu as couru. Ils se disent, ouais, le gars est fort, machin. Mais ils ne voient pas quand tu es en train de vomir sur la piste. Man. C'est comme les boxeurs aussi. Exactement. Les sports individuels, souvent, c'est beaucoup de boulot d'arrêt. Donc ça a l'air facile quand tu le vois, quand tu vois la personne réaliser ou exécuter la chose. Mais j'ai rarement eu des gens qui m'ont posé la question, comment tu as fait? Qu'est-ce que ça prend? Quels sont les efforts surhumain parfois que tu dois fournir pour Je vous pose la question. Qu'est-ce que ça prend? je vais laisser ma femme répondre à ça. Elle le vit live. Okay. Ah bon? Ouais. Mais non, c'est pas simple, mais je pense que la foi, avoir la foi en Dieu, avoir la foi en soi, ça aide beaucoup dans ces... Et puis, avoir des objectifs clairs, quoi. Okay. Ça aide. Ça aide à surmonter ça. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné... il y en a eu plusieurs. Et je remercie mes parents pour ça au passage. Reste au Sénégal. Ne bouge pas, ne va pas à l'étranger. Ah, c'est le meilleur conseil. Pourquoi? Parce que ça m'a poussé à partir, justement. L'effet inverse, quoi. Ne bouge pas, non, tu es bien ici, là. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Non, reste ici, on est bien. Le pire conseil. Non. Le pire? Ouais, le pire conseil. Pourquoi tu veux revenir? Reste là-bas. Reste là-bas à l'étranger. C'est ironique, hein? Tu vois, non, mais quand tu y penses, je comprends. C'est un peu... Ok, d'un côté... Et les deux sont bons en réalité quand tu y penses. Hein, parce que tout dépend de ce que tu recherches dans la vie. Où est-ce que tu te sens le mieux?
j'ai eu la chance de partir, d'apprendre des choses et de pouvoir revenir. Il y en a beaucoup qui sont actuellement là-bas qui n'arrivent pas à revenir. Okay. Beaucoup sont à l'étranger. Ils essayent vraiment difficilement de revenir, mais quand tu as une femme là-bas, tu as des enfants, tu as une maison, une hypothèque à payer, tu as... Yo, pas facile, hein? Pas facile. Maintenant, d'avoir le courage de revenir ou d'avoir l'opportunité de trouver une façon de revenir, quand tu y arrives, alhamdoulilah, quoi. Sérieusement. Mais ouais, un des pires conseils, un peu plus sérieusement, je te dirais, ne prends pas de risque. Reste safe. Non. Garde ton emploi. Sécurité d'emploi. Non, stabilité. Stabilité, ouais. Tu vois, c'est un salaire, c'est bon. Mais oui, attends, jusqu'à la retraite. Puis tu es bien. Mais le meilleur conseil, honnêtement, c'était, on en parlait un peu avant, c'est tu as le choix entre 5 ans de travaux forcés et 40 ans d'esclavage. C'est une image qui a l'air un peu dure, mais quand tu y penses un peu, tu passes 5 ans sur une entreprise que tu veux bâtir, tu mets des efforts, des nuits blanches, tu as des échecs, tu as des succès. Mais au final, si tu es rigoureux sur ces 5 ans-là, et je l'ai vu, j'ai vu plusieurs entrepreneurs, j'ai quelques mentors qui m'ont expliqué ça et je l'ai vu à plusieurs reprises. Versus tu fais 30-40 ans dans le milieu du travail, c'est pas une mauvaise chose. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont fait 30-40 ans de carrière. Beaucoup de respect pour eux. Mais je pense que c'est un choix personnel qu'il faut faire. Vraiment, que tu choisisses d'aller dans l'entrepreneuriat ou être en entreprise pendant toute ta carrière, c'est un choix. Et être bien avec ce choix-là, c'est important. C'est important. Et quelle est votre définition de la réussite? Se lever le matin avec le sourire, se coucher le soir avec le sourire. Super. En bonne santé. Bonne santé. En bonne santé. Okay. Peu importe si j'ai 1000 francs dans ma poche ou j'ai 10 000 francs. Tu as la santé. Le minimalisme. Tu es bien avec ta conscience. Le reste, c'est un bonus. Tu as des gens qui sont autour de toi, qui t'aiment, qui sont en bonne santé. Ça, moi, j'appelle ça le succès. Au-delà de l'argent. Okay. Je pense que l'argent, c'est un outil. Tu sais bien l'utiliser, tu en fais plus. Tu l'utilises mal, ça diminue. C'est vrai. Et dernière question, quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde? Habib. Tu as de ces questions, toi. Aider les gens à embrasser le changement. Ça fait peur, le changement. Donc, trouver le courage d'embrasser le changement, d'adopter des nouvelles façons de faire, de trouver la capacité de faire mieux, de faire un peu plus. C'est un peu ce qu'on essaie de faire chez Atypique. Pas juste les entreprises, mais aussi les individus. Quand quelqu'un m'approche pour me dire « Ouais, j'aimerais apprendre une nouvelle façon de faire, une nouvelle pratique, parce que ça peut m'aider à acquérir un nouveau poste en entreprise ou ça peut m'aider à sortir peut-être de ma routine ou à acquérir un nouveau job ou démarrer une entreprise. Si on peut aider quelqu'un à cheminer, c'est une cause noble, quoi. C'est fou, c'est fou. En tout cas, Alex, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis honoré. Ça fait quelques temps depuis qu'on se connaît sur LinkedIn. Effectivement. Et je vois que vous travaillez avec un de mes amis, Alex, qui nous a mis en relation. Avec Alex, en tout cas, je vous respecte, je vous apprécie. Moi aussi. Et je vous souhaite qu'elle est le meilleur au monde. Donc, le cercle, c'est votre cercle d'influence. Si on peut aider sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est là pour aider, quoi. Magnifique. Donc, votre dernier mot avant qu'on boucle? Ben écoute, Habib, moi aussi, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. C'est un excellent podcast. Je pense que tu iras loin. Inch'Allah, je te le souhaite de tout cœur. Vraiment, merci de m'avoir invité. Okay. Et juste un petit mot sur ce qu'on essaie de faire. Je te dirais, ce n'est que le début. Ce qu'on veut faire avec Atypique Digital, avec Adial Africa, la communauté. On veut juste... un peu comme toi, inspirer les gens à changer. Changer les façons de faire, changer la façon de servir leurs clients. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, si les gens veulent en apprendre plus sur ce qu'on fait... Où est-ce que les gens pourront vous contacter sur les réseaux sociaux? Alors, notre site web, c'est Atypique Digital, ATYPIC Digital, comme vous l'entendez, sans le E.com. C'est notre site internet. Et puis, adialafrica.net, c'est notre communauté où les gens peuvent venir apprendre l'agilité en français et en anglais. Gratuitement. Donc, super. Ce sont les deux plateformes. Toutes les informations, on va les mettre dans les show notes. Et n'hésitez pas à contacter Alex sur LinkedIn, sur Alexandre Baguidi. Je vais mettre aussi le lien en bas. N'hésitez pas de partager avec lui ce que vous avez appris. Et si vous voulez vous former sur les métiers du numérique ou sur l'agilité, n'hésitez pas à contacter
C'était Serigne Modou Habib Sall, a.k.a. Habib Sall, avec Alexandre Baguedi. Yes. Until next time. En attendant, soyez légendaires, soyez uniques et soyez gentils. Peace and love. We out.